Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Et ça fait 10 ans que nous passons toutes ces nuits littéraires ensemble. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Diane Pellin. Merci d'être avec nous, Diane. Et ce soir, nous allons lire le début de votre roman. Et nous allons lire ce début à deux, La Grande Roue, donc publié chez Les Escales. Pour elle. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Franz Kafka, La Métamorphose. Tess. Elle n'a pas vu le jour. La nuit est déjà là. C'est étrange cette lumière. D'une ville la nuit. Artificielle et blanche, elle éblouit plus que le soleil. C'est ce qu'elle offre, cette parenthèse entre deux mondes, entre deux vies, entre le crépuscule et l'aube, cette attente du jour prochain, du lendemain, cette possibilité du noir complet, du rien, qui fait que la nuit brille autant. Sa robe, impénétrable, son style, empreint de mystère, son âme peuplée de chimères irradie. Une femme marche dans la nuit, ou peut-être avance-t-elle dans les ténèbres. Mais elle ne se pose pas la question, ce n'est pas le moment. Emma, août 1986. Emma est en vacances scolaires. Elle a 19 ans. Elle aime le mascara, aller au cinéma, la frangipane, poser des mots dans ses carnets, faire du trampoline, boire du gin tonic avec une paille, se transformer en étoile de mer quand les vagues s'apaisent, les tableaux de Klimt, mettre en miettes les spéculoos, le regard de Jack Nicholson, faire des tas de dessins dans ses carnets, Don't Stop Me Now de Queen, s'évader loin de sa maison, imaginer les gens tout nus, s'endormir avec la lumière. David. C'est tout autour de la voiture que la montagne surgit, comme une apparition. Elle dessine maintenant des courbes et des vallons. Il n'y a plus de ligne droite, plus d'horizon. Nathan. Nathan est assis sur une chaise en plastique vert et fait face à Field, assis dans son vieux fauteuil en cuir. Tess. Les escarpins râpent le béton, le pas est bancal, les jambes de coton. Le trottoir indique un couloir clair qu'il faut suivre, les talons claquent sur lui, l'éprouvent. Elle a du mal à tenir l'équilibre, elle titube comme si elle était saoule, mais son ivresse n'a rien à voir avec l'alcool. Sa marche décalée, ses pieds maladroits, son regard glauque, sa tête qui balance, ses mains qui tremblent, c'est autre chose. Elle porte un long manteau, trop grand pour elle, ouvert sur une robe, trop petite pour elle. Le manteau est noir, la robe est rouge, comme son bonnet est noir et ses lèvres sont rouges. Elle passe devant les vitrines éclairées, les boutiques sont fermées, il est tard. Seuls les restaurants et les bars ont les portes qui s'ouvrent et se ferment. Elle pourrait entrer dans l'un d'eux pour se réchauffer, se mettre contre le comptoir chaud, commander un verre de rhum et le boire cul sec pour qu'il la brûle de l'intérieur. Elle pourrait se réfugier dans cette masse de gens et capter leur chaleur. Elle pourrait quitter cette rue humide et glaciale, mais elle avance. Sa tête se baisse et se redresse, se baisse et se redresse. Les autres personnes sur la chaussée, nombreuses et pressées, ne la voient pas vraiment. Elle devine sa silhouette étrange, mais préfère ne pas la voir. Parce qu'elle a caché ses yeux derrière ses longs cheveux en bataille qui lui mangent le visage, ou parce qu'elle a l'air d'une paumée et que les gens en général n'aiment pas ceux qui ne savent pas où ils vont. Et c'est vrai qu'elle ne sait pas où elle va. Cela fait des heures maintenant qu'elle passe d'une rue à une autre, d'un réverbère à un autre. Elle ignore la pluie fine qui fait briller les bancs, le petit vent qui fait gonfler son manteau et l'ouvre comme une cape, le froid qui s'immisce par les trous de ses bas filets. Les autres ne la voient pas et pourtant, elle prend toute la place. Cette femme qui hier est une beauté. Sublimée par sa détresse, elle est d'une élégance rare. Peut-être est-ce ça qui les dérange, les autres, ceux qui marchent droit, avec leurs vestes boutonnées, leurs chapeaux vissés, leurs parapluies, leurs écharpes nouées, leurs gants, leurs sacs, leurs rendez-vous. Son dénuement, si beau, les nargue. Ils préfèrent l'ignorer. À l'angle d'une rue, elle s'arrête.
Une grande fille tient par la main un petit garçon pour le guider entre les feux, les klaxons et les passages piétons. Elle les observe jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière un autobus, puis elle les cherche du regard un moment. Elle aimerait les appeler, mais elle ne se souvient plus de leur prénom. Et puis, au bout de quelques secondes, elle se dit que ce ne sont peut-être pas les siens, d'enfants, pas les siens. Oui, c'est sûr, peut-être que les siens sont plus grands, qu'ils boivent et qu'ils fument, sûrement. D'ailleurs, elle se rappelle qu'elle fume et elle a très envie d'une cigarette. Elle fouille dans les poches de son grand manteau et en sort un paquet de Camel. Elle en prend une qu'elle cale entre ses lèvres qui tremblent. Elle cherche du feu qu'elle ne trouve pas et arrête un premier passant, qui fuit, puis un deuxième, et un troisième qui allume enfin sa cigarette. Elle tire fort sur sa Camel. Elle aspire une grande bouffée, se remplit de toute cette fumée, prend à peine le temps de l'expirer, qu'elle inspire une nouvelle taffe. La cigarette se consume vite, alors elle en cherche une seconde pour l'allumer avec la première. De sa poche, elle sort une ribambelle de photos, 4 photos d'identité. Elle les regarde un moment, puis cherche son reflet dans le rétroviseur de la voiture garée là. C'est bien elle, en moins sale, en moins transparente, en moins triste, mais elle. Elle les retourne et lit 3 mots. Tess, Tess, Tess. Tess, murmure-t-elle. Elle relit les lettres. Je m'appelle Tess. Emma, 18 août 1986. Emma a dîné avec ses parents. Ils ont mangé dans la véranda parce que sur la terrasse, il y avait un courant d'air que son père n'aimait pas. Comme d'habitude, ils ont peu discuté. Son père a beaucoup parlé, sa mère aussi, et le présentateur du journal télévisé aussi. Même le chien. Beaucoup de voix pour faire du bruit. Des mots pour personne. Et Emma n'a rien écouté. Elle n'a rien vu non plus. Assise à sa place attitrée, entre le profil de sa mère et le profil de son père, elle a ignoré leur face-à-face. Elle a fait des miettes avec son quignon et s'est rongé les ongles. Elle n'a pas voulu de fromage, pas de dessert non plus. Elle a observé le riz au lait un moment, puis s'est levée de table, débarrassant son assiette, le sel et le poivre. Elle est allée dans la salle de bain se remettre un peu de poudre sur les paupières. Dans sa chambre, elle s'est allongée quelques minutes sur le lit avec son Walkman. Elle a écouté Forever Young d'Alphaville. Elle a ôté ses écouteurs parce qu'elle a cru entendre le téléphone sonner. Elle les a remis et a enchaîné avec Big in Japan. Elle a attendu le coup de fil de Martin un moment, puis s'est finalement décidée à y aller. Elle a cherché son blouson en jean quelques minutes, celui avec la poche déchirée. Elle l'a finalement trouvé sous son bureau, entre la corbeille et un tas de t-shirts froissés. Emma l'a enfilé, puis est retournée dans la véranda pour dire à ses parents qu'elle y allait. Ils ne lui ont rien demandé, ni avec qui elle sortait, ni à quelle heure elle rentrait. Emma est maintenant devant le stand et n'écoute pas la vendeuse qui s'agite avec sa voix aiguë. Elle regarde les gaufres, les pommes d'amour, les churros, les crêpes, les barbes à papa, puis de nouveau les pommes d'amour. Et elle commence à chanter dans sa tête comme à chaque fois qu'elle ne sait pas se décider. Amstram gram. Ça lui arrive souvent de ne pas savoir que choisir. Elle veut tout. Emma n'est jamais rassasiée. Pique et collégramme. Dans les magasins, elle achète en général 2 ou 3 exemplaires du même modèle. Le soutien-gorge en bleu, le soutien-gorge en rouge et le soutien-gorge en noir. Parce qu'il est parfait en bleu, parfait en rouge et parfait en noir. Bourré, ratatam. Elle fait pareil pour les écharpes, les jupes, les sacs, les films au cinéma, les stations de radio. Amstram gram. Souvent, elle est obligée de recommencer plusieurs fois la comptine parce que le dilemme est trop grand. Elle veut les 2, les 3, les 4. Le choix est impossible et le dénouement frustrant. Pique, collégramme. La gaufre au sucre. Bourré, ratatam. Les churros. Amstram gram. Une barbe à papa pour la demoiselle.
lance une voix grave derrière elle. Emma se retourne, voit le visage de l'homme, se retourne et fixe la vendeuse. Cette dernière lui tend une barbe à papa. Et tout en se demandant qui est celui qui vient de décider pour elle, Emma commence à la manger. Les claques du rouge sur ses pommettes. La main de l'inconnu tend la monnaie à la vendeuse qui le remercie en souriant. Sa main est belle. Elle est large, épaisse, avec une police et des ongles blancs. Puis le temps s'arrête. La vendeuse les quitte pour rejoindre sa pâte à crêpes et il ne reste plus qu'elle, immobile, et la confiserie sur le bout du nez, et lui, immobile, et son regard perdu dans la chevelure de la petite femme rousse. « Vous êtes une poupée ?» Elle ne répond pas. « Vous aimez les fêtes foraines ?» Elle ne répond toujours pas. « Prenez mon bras. Je vais vous emmener voir la grande roue. » Elle ne répond toujours pas, se retourne, prend son bras et commence à marcher à ses côtés. Dans sa tête, la chanson Forever Young. Elle garde les yeux baissés et après, son visage et ses mains découvrent ses souliers. À ses pieds, des chaussures en cuir marron à lacets. Il porte un jean foncé aux ourlets vite faits. Sa démarche est fluide, détendue. Elle sent qu'il la regarde, qu'il la fixe et elle n'ose plus tourner la tête vers lui. Elle se dit qu'en revoyant son visage, elle pourrait être déçue car elle attend tellement de lui maintenant qu'elle a découvert ses mains, sa voix, ses souliers et son jean. Elle se dit qu'elle a peur de ses yeux rencontrant les siens car tout à l'heure, elle ne les a pas vus. Elle a peur que son regard soit la goutte d'eau qui fasse déborder le sang de ses artères et explose son cœur. Elle le sent qui palpite et elle a peur qu'il se fasse la malle. Si son cœur s'emballe et se répand dans son thorax, dans son ventre et dans sa tête, elle ne pourra plus faire l'ingénue devant les crêpes et les pommes d'amour. Elle ne peut plus avancer car la grande roue est maintenant devant eux. Alors elle lève la tête et la regarde pour tenter de faire diversion. Mais ce visage à ses côtés l'appelle. Elle a comme un aimant gigantesque sur toute sa joue droite, attirée par celui que l'homme doit cacher dans sa chevelure, derrière sa paupière gauche ou sous sa moustache, s'il a une moustache. Une moustache ? Ça non plus, elle ne s'en souvient pas. Et puis, le jour s'en va. Et la nuit sans soleil entraîne l'illumination des centaines d'ampoules qui habillent le manège qui tourne et qui danse. C'est beau. Emma est fascinée par cette féerie et n'a pas fini sa barbe à papa. Une excuse. Des dizaines d'excuses pour ne pas tourner la tête. Quand la grande roue se mettra à clignoter, vous me regarderez, dit la voix. Emma se fige un peu plus. Est-ce une injonction ? Une prophétie ? Un souhait ? La voix ne pourrait se permettre de lui ordonner quoi que ce soit. Elle est trop douce et empreinte de bonnes manières. Emma aimerait que ce soit une prophétie. Car elle aime la magie et les sourires qui l'accompagnent. Elle croit au lapin dans le chapeau, à la femme coupée en deux et aux colombes blanches dans le mouchoir blanc. La dernière fois qu'elle a rencontré un prestidigitateur, elle s'est réfugiée dans la grande boîte à la fin du spectacle. Il n'a rien vu. Elle ne lui a rien demandé. Ne lui a pas dit « s'il vous plaît, coupez-moi en deux ». Non, elle s'est contentée de rester dans le cube noir de longues minutes, de s'imaginer disparaître de la scène pour se retrouver en haut de l'Empire State Building pour finalement revenir dans la boîte, de savourer cette sensation quasi mystique et de sortir aussi discrètement qu'elle était entrée. Le magicien ne l'a pas vue. Emma repense à l'Empire State Building quand la grande roue se met à clignoter. Et docile, elle sent les vis dans son cou qui vacillent, l'aimant sur sa joue qui amplifie son attraction et sa tête qui tourne. Face à elle, son visage, le visage de ses mains, de cette voix, de ses souliers, de ce jean, de cette odeur ne porte pas de moustache. Il a la police. Le nez large, la bouche faite pour sucer, lécher et embrasser. L'arcade accidentée, le front sérieux et les yeux perçants. Vert. Emma ne dit toujours rien.
Mais comme elle l'avait prédit devant la crêpière, elle sent son cœur qui se libère et qui se met à galoper dans son corps de poupée rousse, secouant sa chair, malmenant ses viscères, foudroyant son cerveau, caressant sa peau et cherchant son sexe. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc le commencement de La Grande Roue de Diane Pellin, qui m'a fait le plaisir de lire avec moi son propre texte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et de nous suivre comme ça depuis 10 ans. Et je vous invite à vous procurer ce livre incroyable, Diane Pellin, La Grande Roue chez Les Escales. Très bonne nuit sur C8 et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir.